Chers consoeurs, chers confrères, bonjour à toutes et à tous. Je suis Pierre-Alexandre Lecomte, interne de 3e semestre de médecine générale à Poitiers et chargé de mission lutte contre les conflits d'intérêts au sein de l'ISNAR-IMG. Je ne déclare aucun conflit d'intérêts, hormis un croissant en D2 payé par MSD France, pour lequel une demande de rectification est en cours. Je suis tout d'abord très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour aiguiser votre esprit critique. Cet atelier se veut être une mise à distance de l'industrie pharmaceutique et une ouverture à la réflexion. La mise sur le marché d'un médicament est un enjeu sanitaire et financier majeur. Sur le plan financier, les médicaments délivrés en ville représentent 25,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. La majorité remboursée par le contribuable. Les groupes pharmaceutiques en France paient 3 milliards d'euros de recherche et développement, ce qui peut sembler énorme, mais en réalité, c'est moins que la majorité des autres pays du monde. Ces 3 milliards sont également négligeables en comparaison à l'argent dépensé par ces groupes en publicité et en marketing. Sur le plan sanitaire, prescrire un médicament n'est pas dévoyé de tout risque, puisque des effets secondaires peuvent survenir. L'Agence nationale de sécurité du médicament a par exemple, le 11 décembre 2024, suspendu le libre accès aux médicaments vasoconstricteurs oraux à base de pseudoéphédrine. Dolirum et autres Nurofen ne sont plus dispensés que sur ordonnance, devant la mise en évidence des AVC qu'ils induisent. Comme vous pouvez le constater, la vie d'un médicament n'est pas linéaire. Le médicament et sa prescription impliquent donc énormément d'acteurs qui n'ont pas que le bien-être des patients en tête. Vous l'aurez donc compris, nos ordonnances nous engagent. Pour discuter de cela avec nous aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Juliana Veras, référente plaidoyer du médicament et système de santé chez Médecins du Monde, le docteur Guy Coichard, médecin spécialisé dans la douleur et président du Formandep, une association qui milite pour une information libre de toute influence, le docteur Mélissa Mialon, chaire INSERM et équipe ESSEV de l'Université Paris-Cité, accompagné de Madame Souane Berthet, ingénieure d'études à l'INSERM, également membre de l'équipe ESSEV. Pendant le temps qui leur est dédié, ils vont nous faire entrevoir tout ce qui se joue derrière les boîtes de vos médicaments préférés. Soyez aussi attentifs et affûtés que je sais que vous pouvez l'être. Je laisse à présent la place à nos estimés intervenants. Docteur Guy Coichard, je vous en prie. Bonjour. J'ai une diapositive qui a sauté, donc je le fais oralement, mais je n'ai aucun lien d'intérêt de quelque nature que ce soit avec quelque entreprise que ce soit. Voilà. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais faire remarquer que l'affaire du Mediator, qui a fait couler tellement de salive et d'encre, elle date maintenant d'une quinzaine d'années. Et malgré tout, malgré toutes les précautions qui ont été prises, les lois qui ont été votées, les agences qui ont été mises en place, tout un tas de mesures officiellement de protection du patient et du consommateur, malgré tout, on a quand même assisté depuis cette date, depuis 2011, à un certain nombre d'autres affaires ou scandales ou désordres. J'en ai cité quelques-uns ici. On va petit à petit essayer de découvrir ce qui se cache derrière ces affaires-là. Mais en tout cas, c'est la preuve que malgré tout, malgré toutes les précautions qui ont été prises, malgré tout les mécanismes de protection qui ont été mis en place, malgré tout, il y a toujours une grande opacité qui entoure la mise sur le marché des médicaments. Éventuellement la transparence, l'indépendance des professionnels de santé. Donc, si vous voulez bien, on va essayer de s'interroger un petit peu à partir de quelques exemples sur, ma foi, tous les mécanismes d'influence qui peuvent jouer dans le circuit de mise sur le marché d'un médicament sur les mécanismes qui peuvent, nous aussi, en tant que professionnels de santé, nous atteindre et de quelle manière, je l'espère, on en discutera après, de quelle manière on peut essayer de s'y soustraire. Alors,
vous connaissez aussi bien que moi le circuit de mise sur le marché d'un médicament depuis le début de sa mise en route, la phase de développement, de recherche, on en parlera, puis la phase où la firme demande une autorisation de mise sur le marché qui maintenant est délivrée en France par l'Agence nationale de sécurité du médicament ou l'Agence du médicament européenne. On parlera là aussi peut-être des circuits un petit peu simplifiés qui ont tendance à l'heure actuelle à se mettre en place de manière un petit peu rapide. On parlera un petit peu de la fixation du prix et du remboursement du médicament, qui est une phase évidemment qui donne lieu à toutes les pressions possibles. Et puis on parlera enfin de la commercialisation et de la fin de vie de ce circuit qui est la pharmacovigilance et le suivi du médicament. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, parlons d'abord un petit peu de la phase initiale de développement et de recherche du médicament. Je vous ai cité trois petits exemples là. Le premier exemple, c'est celui du Zolgensma. Bon, c'est un médicament que probablement dans votre discipline, vous ne prescrirez jamais, mais il faut savoir qu'il existe parce que c'est un médicament qui est très cher. Il est vendu à l'heure actuelle, enfin en tout cas, le laboratoire espère le vendre à près de 2 millions d'euros par dose. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce médicament a été financé, la recherche, le développement du médicament a été financé exclusivement par le public et par des dons par l'intermédiaire du Téléthon. Le médicament est breveté à la fois par le Généthon et le CNRS, mais curieusement, il est produit exclusivement par Novartis. Et c'est Novartis qui... une firme privée, comme vous le savez, qui recueille l'essentiel des gains qui vont en déduire. Et puis, ce qui est apparu récemment dans la presse médicale, la revue Prescrire en a parlé, c'est que les données initiales liées à ce médicament ont été vraisemblablement partiellement manipulées par le laboratoire qui produit le médicament, même s'il n'a pas participé à la recherche qu'il a mise au point. Je voudrais aussi citer, je vous ai mis les références en annexe ensuite, une étude qui est parue il y a 2 ans dans le JAMA, qui met en évidence le fait que les médicaments introduits sur le marché français pendant une dizaine d'années, entre 2008 et 2018, ont montré qu'ils apportaient aux patients et au système de santé un meilleur bénéfice globalement s'ils sont issus de la recherche publique que ceux qui sont issus de la recherche privée. Et on essaiera de comprendre pourquoi, en particulier, les différences entre les deux modes de production. Et puis je voudrais parler aussi du Xarelto, que vous prescrirez sans doute, puisque assez récemment, le BMJ a révélé qu'il y a eu probablement des dissimulations de failles dans les études cliniques de ce médicament. Alors, effectivement, une première chose remarquable, c'est que si le financement de la recherche sur le médicament est majoritairement fait sur des fonds publics, eh bien, par contre, la production du médicament est essentiellement faite par des firmes privées. Évidemment, c'est important parce que les objectifs de ces deux circuits ne sont pas forcément les mêmes, vous l'imaginez bien. Et c'est aussi sans doute ce qui conduit à produire ce que la revue Prescrire dénonce absolument tous les ans, c'est-à-dire la surproduction de médicaments qui ne sont en fait que des similaires de médicaments précédents par les entreprises au détriment d'une recherche beaucoup plus ouverte. Alors évidemment, à ce stade-là, il y a déjà beaucoup de mécanismes d'influence qui se mettent en place, qui se font jour. D'abord, il y a tout un tas de biais au niveau de la recherche. Je ne vais pas vous l'apprendre, des biais de recrutement, des biais de sélection, la présentation des résultats eux-mêmes, le fait que les études négatives ne soient quasiment jamais publiées, le fait que les résultats des études sont souvent mis sous embargo par les firmes qui les financent, le fait que du coup on ne diffuse jamais certains types de résultats.
voire même qu'on dissimule un certain nombre de résultats ou d'effets indésirables, comme on a pu le voir récemment. En plus, autre mécanisme d'influence, les études qui sont présentées pour les autorisations de mise sur le marché sont très rarement, voire quasiment jamais, comparatives par rapport aux médicaments précédemment sur le marché. Ça, évidemment, ça vous est très rarement détaillé par ce qu'on appelle les visiteurs médicaux, c'est-à-dire les représentants de commerce des entreprises pharmaceutiques. Et puis, passons maintenant à la phase de fixation du prix et du remboursement d'un médicament. Il y a tout un mécanisme qu'il est intéressant de mettre au jour. Depuis un certain temps, on a vu apparaître quand même quelques désordres dans ce circuit. D'abord, on a vu apparaître des médicaments décrits comme innovants, et certainement qu'ils sont d'ailleurs dans un certain nombre de cas, mais qui sont à un prix astronomique, sans aucun rapport avec les coûts de production et de recherche. On a vu ça depuis apparaître avec Solvadi à l'époque, et puis maintenant, je vous ai parlé par exemple du Zolgensma, et puis vous pourrez trouver d'autres exemples assez rapidement. On aura l'occasion d'en reparler. Mais aussi, on voit apparaître ce qui était beaucoup moins fréquent il y a quelques années, des interventions relativement pressantes de la part des sociétés savantes, mais de la part aussi d'associations de patients. On l'a vu, par exemple, à propos des vaccins antigrippaux. Les Fueldac, Sanofi, d'ailleurs, ne met pas sur le marché parce qu'il n'a pas réussi à obtenir, malgré toutes ses interventions, le prix qu'il en demandait. On le voit aussi avec les médicaments anti-Alzheimer, comme le lecanemab, pour lequel il y a eu beaucoup d'associations de patients qui se sont manifestées. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, quand on regarde le financement de ces associations, qu'elles sont en grande partie, pour certaines, financées par des dons des entreprises pharmaceutiques, et en particulier de celles qui produisent cette nouvelle classe médicamenteuse comme le lecanemab. Et puis on l'a vu avec les vaccins Covid, on l'a vu avec les médicaments de la migraine, les anti-CGRP. On pourrait citer toute une liste de médicaments de ce type-là. Et puis on a même aussi des interventions relativement pressantes maintenant de syndicats libéraux, de médecins libéraux, de pharmaciens, par exemple ceux qui protestent très récemment contre les limitations de prescription des analogues du GLP-1, que vous aurez certainement à prescrire de manière importante. Et puis on voit apparaître aussi des décisions qui sont parfois très surprenantes et on ne comprend pas très bien à quoi on les doit. Par exemple, j'ai pris l'exemple du ticagrelor, que vous êtes certainement d'une manière ou d'une autre amené à prescrire dans les années suivantes. Ce médicament-là, à l'époque, quand il a été présenté, était classé SMR insuffisant, c'est-à-dire que jamais il n'aurait dû être mis sur le marché, et jamais on aurait dû négocier de prix pour ce médicament-là, qui n'est certainement finalement pas supérieur à ceux qui étaient présents sur le marché. Mais il a été autorisé. Il a été autorisé et très probablement, justement, à l'aide de campagnes de presse, probablement surprescrit depuis cette date. Et puis la dernière chose que je voudrais faire remarquer, c'est le contexte anxiogène qu'on trouve dans la presse sur les risques de pénurie des médicaments et qui sont aussi un moyen de pression pour obtenir parfois des AMM ou des prix un petit peu mieux négociés. Bon. Je ne vais pas m'étendre sur les mécanismes d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que les agences qui négocient ces prix avec les entreprises du médicament, eh bien, elles le font avec l'aide de groupes de travail qui sont constitués d'experts. Quand vous regardez la composition de ces groupes de travail, vous vous rendez compte que tous les experts, quasiment sans aucune exception, ont de très nombreux liens d'intérêt et en particulier évidemment avec les firmes qui présentent ces médicaments.
Évidemment, il y a des mécanismes de déport qui sont toujours présents dans ces circonstances-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ma foi, le monde des experts, c'est un petit monde. C'est un petit monde, et puis finalement, ces experts-là, une fois ils sont d'un côté, une fois ils sont de l'autre, et puis ils se connaissent tous, et puis voilà, ils sont largement abondés par les entreprises pharmaceutiques, quelle que soit la manière dont ils interviennent. Ça me fait penser aux propos d'une ancienne ministre de la Santé qui disait il ne peut pas y avoir d'experts sans lien d'intérêt, ça n'est pas possible et ça ne serait pas des experts de bonne qualité. Je vous laisse réfléchir à cette formulation. Ensuite, je voudrais faire remarquer aussi que depuis un certain temps, on a une forte pression dans les agences qui font obtenir l'autorisation de mise sur le marché sur les circuits courts qui ont été mis en place récemment. Vous trouverez beaucoup de documentation là-dessus dans la presse et en particulier dans la revue Prescrire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les autorisations d'accès précoce qui permettent de mettre sur le marché un médicament avant d'avoir obtenu l'AMM ou de le mettre sur le marché après avoir obtenu l'AMM, mais avant d'avoir obtenu un prix et un remboursement, eh bien, ces circuits-là sont des circuits extrêmement rémunérateurs et qui échappent à beaucoup des contraintes du circuit complet. Ensuite, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voudrais passer rapidement maintenant à la phase de commercialisation du médicament qui a obtenu son AMM, qui a obtenu son prix et son remboursement. Eh bien, maintenant, il y a tout un tas de mécanismes aussi. Et là-dedans, c'est là que vous allez jouer un rôle, parce que c'est là que vous prescrivez et le volume de prescription est évidemment directement proportionnel à la rémunération du laboratoire qui produit le médicament. Mais il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place. Et même si vous et moi, on a un rôle à jouer là-dedans, eh bien ce rôle, finalement, n'est pas le rôle majeur dans le circuit du médicament. Il y a d'autres moyens d'influence dans ce circuit-là. D'abord, on peut modifier une autorisation de mise sur le marché d'un médicament. J'ai pris l'exemple de la prégabaline, par exemple. La prégabaline, qui en fait était exactement un MeToo de la gabapentine, qui a été utilisée comme antiépileptique, comme traitement des douleurs neuropathiques. Eh bien, quand le brevet est arrivé à échéance, quand on s'est aperçu que finalement il avait beaucoup plus d'effets indésirables que ce qui avait été déclaré lors de la demande d'AMM, qu'il était beaucoup moins efficace finalement que la gabapentine, eh bien le laboratoire tout simplement a demandé une autre AMM dans l'anxiété généralisée pour un antiépileptique et il l'a obtenu. Je vous laisse réfléchir à la manière dont on peut se tirer de cette situation. Il y a d'autres moyens d'influence sur le volume de prescription du médicament. D'abord, il y a les centrales d'achat, il y a le fait qu'un certain nombre de médicaments sont délivrés par les pharmacies hospitalières. Il y a de nouveau une négociation au niveau du prix à ce niveau-là. Il y a le rôle, évidemment, des visiteurs médicaux que vous connaissez bien, qui est désormais limité, mais qui est toujours assez actif. Je vous cite, vous le verrez en annexe, l'étude de Mitchell qui a repris les prescriptions dans un certain nombre de pays des oncologues et qui s'est aperçu qu'effectivement les oncologues qui touchaient le plus de subventions des laboratoires pharmaceutiques étaient ceux qui s'écartaient le plus dans leur prescription de l'autorisation initiale de mise sur le marché. C'est-à-dire que l'audace de prescription est directement proportionnelle, d'après eux,
aux subventions qui sont accordées par les firmes pharmaceutiques. Et puis, il y a les pressions des associations de patients, ça, vous les subirez aussi. C'est pas la peine de vous faire un dessin. Et lesquelles associations de patients sont évidemment quasiment toutes financées partiellement par les firmes pharmaceutiques. Et puis, il y a le rôle des recommandations des sociétés savantes. Vous savez aussi que les recommandations des sociétés savantes, même si elles ne sont pas directement opposables dans un sens juridique, elles jouent quand même un grand rôle dans le volume de prescription d'un médicament. Mais là aussi, vous pourrez retrouver, je vous ai mis quelques exemples, de quelle manière les sociétés savantes peuvent intervenir directement dans ce circuit. J'ai repris en particulier l'exemple de l'oxycodone. L'oxycodone qui a fait tant parler d'elle aux États-Unis, beaucoup moins en France parce qu'effectivement on a été un petit peu plus prudent, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des choses qui sortent prochainement. Mais il faut savoir que l'oxycodone, par exemple, a échappé à la même chose qu'aux États-Unis. En 2013, le laboratoire a réussi à faire inclure dans les recommandations de traitement des douleurs neuropathiques de la SFETD l'oxycodone comme traitement de première intention des douleurs neuropathiques. Ça a été retiré l'année suivante, mais vous imaginez à quoi on a pu échapper. Alors ensuite, la dernière phase, c'est la phase de suivi, la phase de pharmacovigilance. Pardon. Là aussi, il y a un certain nombre de mécanismes d'influence qui peuvent se mettre en place. On peut déclarer tardivement les incidents, on peut les déclarer de manière incomplète. On a toute une flopée d'exemples maintenant dans l'histoire du médicament des 20 dernières années, mais même des dernières années, tout simplement. On peut dissimuler des effets indésirables. On en a plein d'exemples. C'est le rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais encore une fois, cette agence, non seulement elle a des moyens limités, mais elle a des groupes de travail qui, ma foi, sont aussi des groupes de travail de l'industrie pharmaceutique. Et puis, il y a la pression des pénuries de médicaments qui, effectivement, joue un grand rôle pour minimiser pour les entreprises les risques qu'ils prennent en mettant un médicament sur le marché. Donc, vous voyez que finalement, nous, on est tous soumis à ces mécanismes d'influence. Mais finalement, les mécanismes d'influence directement sur la prescription que vous allez faire, vous, et que nous, on fait au quotidien, ne sont pas exclusivement la totalité des mécanismes d'influence que peuvent avoir les firmes pharmaceutiques pour augmenter le volume de prescription et pour faire admettre des médicaments qui ne sont pas forcément les plus cohérents sur le marché. Il y a beaucoup de mécanismes d'influence, il y en a à tous les niveaux, dans tous les épisodes du circuit de mise sur le marché du médicament, depuis le développement initial jusqu'à la pharmacovigilance, en passant par le niveau de prescription, les mécanismes d'autorisation de mise sur le marché, de fixation du prix, etc. Les prescripteurs, comme vous et moi, sont évidemment soumis à cette influence, mais ils ne sont pas les seuls. Et justement, je voudrais lancer le débat sur cette réflexion nécessaire sur ces mécanismes, parce que nous avons à réfléchir en tant que prescripteurs, mais nous avons aussi à réfléchir en tant que citoyens, en tant que cotisants à la sécurité sociale, puisque in fine, c'est nous qui payons ces médicaments. Donc, une réflexion est nécessaire à l'échelle du médecin, mais aussi à l'échelle de tout notre système de santé. Alors, je vous ai mis une petite bibliographie raisonnée. Il me semble que si vous avez lu tous ces quelques ouvrages et revues médicales, vous avez une vision assez complète de tous ces mécanismes d'influence. Je
Je vous incite à les lire et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention. Je me tourne maintenant vers le docteur Verras. Ouais. Si vous voulez bien prendre le pupitre. C'est le vert, c'est ça? Le vert? Juste pour le temps. Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci pour cette invitation de la part de Médecins du Monde. Cette invitation de la part d'Isnar qui a quand même qui est restée gravée pour la campagne No Free Lunch, qui nous a beaucoup marqué, et vraiment qui est très en lien avec le plaidoyer que Médecins du Monde porte autour du prix des médicaments et systèmes de santé. Donc Sandrine, ma collègue, est venue vous parler ce matin de Médecins du Monde. Et ce plaidoyer se situe aujourd'hui dans le combat droit et système de santé de Médecins du Monde, dans justement notre lutte pour un système de santé solidaire, inclusif et pérenne. Et la pérennité, elle est intimement en lien avec ce débat-là sur la question du prix. Un débat qui pose aussi la question des critiques et de la lutte contre la financiarisation du système de santé lui-même et de l'industrie pharmaceutique, et la lutte contre toute forme de marchandisation de la santé. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt ou de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, je précise. Et je suis ici pour vous parler de ce plaidoyer qui vient donc essayer de replacer le débat, de recadrer le débat, de se poser d'autres types de questions autour de pourquoi les prix sont aussi élevés. Parce que, comme Christian a dit, tu avais mentionné le Zolgensma. Aujourd'hui, on se retrouve avec des tranches de prix qui sont extrêmement importantes. L'Upstaza est à 3,5 millions d'euros, disons l'indemnité provisoire. Mais une fois qu'il sera négocié, à quel prix sera-t-il négocié? Et donc ça nous pose beaucoup de questions éthiques autour du prix comme une barrière à l'accès et à la pérennité du système de santé, parce que si les médicaments coûtent cher, ça veut dire qu'on n'est pas en train de financer le système, les hôpitaux, payer les médecins, s'occuper des patients avec des normes de qualité. Et donc tout ça est intimement lié et participe au débat autour du système de santé. Donc le prix du médicament est un débat qui est intégrant au système de santé, et sur ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est pas la bonne présentation, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Médecins du Monde s'est engagé sur ce débat-là à partir du Sofosbuvir, avec l'arrivée des traitements contre l'hépatite C. Donc, c'était en 2013. Et donc, en 2003, on était déjà engagé autour des enjeux sur l'accès aux antirétroviraux. Donc, c'est au sein de notre, plaidoyer RDR, donc de réduction de risque, au sein des programmes de Médecins du Monde, on s'est posé sur la question de l'accès au nouveau, à l'époque, traitement contre l'hépatite C, qui était arrivé en 2013, et qui, c'est des combinaisons extrêmement efficaces, et dont le Sofosbuvir était un cas absolument emblématique. Le Sofosbuvir qui venait répondre à l'épidémie d'hépatite C et qui, en 2014, extrêmement efficace, arrivait avec une perspective de fin de l'épidémie et une révolution qui arrivait avec un prix qui était exorbitant. Donc aux États-Unis à 84 000 dollars, et en France, après, disons, une fois que le médicament il a été autorisé, donc il a été introduit à 41 000 euros. Donc le Sofosbuvir était un cas emblématique et il posait une question qui ne s'était jamais posée avant dans l'histoire de l'assurance maladie, le fait qu'un traitement soit rationné ou limité en raison de son prix.
Donc, en mai 2014, il y avait eu donc ce rapport d'experts qui recommandait le Sofosbuvir à l'ensemble des patientes et patients affectés chroniques. Et donc, la question qui se posait était justement que si on souhaitait mettre fin à l'épidémie et traiter les plus de 230 000 personnes malades en 2014 en France, à 41 000 € le traitement, ce n'était pas possible. En tout cas, cela impacterait directement le budget de médicaments au sein du budget de la santé. Avec un impact très important, donc 9 milliards, c'est pas rien. Donc voilà, il y avait pour la première fois donc un arrêté du ministère de la Santé qui disait que donc le Sofosbuvir serait seulement accessible à quelques patients avec les infections les plus sévères. Donc c'était la même chose en France, mais dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et pour la première fois, donc avant c'était des questions qu'on se posait dans les pays du Sud, des pays dits pauvres, et ce n'était pas des questions de pays riches. Donc en tout cas, avec le Sofosbuvir, on s'est rendu compte que le prix de l'innovation impactait directement l'accès dans les pays riches également, et que ce n'était pas un problème isolé. En Europe, on a donc la décision plusieurs décisions dans plusieurs pays étaient de rationner l'accès aux soins en fonction des états en fait de la maladie, donc un système de tri en fonction de la gravité de la maladie au lieu de donner l'accès à tout le monde. Et on s'éloignait d'un objectif stratégique de mettre fin à l'épidémie qui est l'objectif de santé publique derrière. Donc nous, ce qu'on a fait, on s'est allié à plusieurs associations en France, pas seulement Médecins du Monde. On a commencé à changer les termes du débat qui était de dire « Ok, mais pourquoi les médicaments coûtent si cher ?» Et ça, c'est un débat qui a complètement, qui n'existait pas avant dans le débat public. On ne se posait pas ce type de questions. Et les mécanismes du prix ont commencé à rentrer dans le débat public. Est-ce que c'était... en fait, ce qui se posait, c'était en fait de répondre aux arguments de l'industrie pharmaceutique, parce que l'industrie pharmaceutique, elle vient avec des discours prêts sur pourquoi c'est cher. Est-ce que c'est... non, en fait, c'est cher en France parce que c'est pour financer l'innovation à moindre coût dans les pays moins riches. Parce que quand on regardait la scène et d'autres scènes autour d'autres médicaments ailleurs, le problème c'est que ce n'est jamais comme ça. Il y a des situations où le prix il est plus cher dans des pays pauvres et en France il serait donc moins cher. Donc c'était le cas du Sofosbuvir. Est-ce que c'est parce que les prix élevés reflètent les coûts de R&D que l'industriel a fait? Ça, c'est souvent ce qui est argumenté par les industriels. Et dans le cas du Sofosbuvir, il y a eu toute une discussion qui a été portée par le Sénat américain, qui a notamment mis en place, révélé en fait que les coûts réels de R&D étaient beaucoup moindres que les profits qui étaient les profits de Gilead, donc du laboratoire autour de la commercialisation de ce traitement. Est-ce que c'est parce que les médicaments sont chers à produire? Donc des études existent aujourd'hui, notamment les études de Andrew Hill, qui rend visible en fait les coûts réels de production. Et ce qu'on voyait, c'est que les coûts réels de production d'une combinaison du Sofosbuvir étaient beaucoup moindres que les prix de commercialisation. Et voilà, ce qui nous fait nous interroger sur les déterminants du prix. Les déterminants du prix, donc qu'est-ce qui fait que le médicament est cher? On se retrouve face à un processus de financiarisation de l'innovation pharmaceutique, une financiarisation
qui se caractérise par la priorisation d'une maximisation des profits pour rémunérer les actionnaires, avec des systèmes d'externalisation de la recherche, notamment par des rachats de start-up et même le rachat de start-up et aussi d'externalisation de la recherche clinique même. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec un système de production de l'innovation qui est extrêmement cher et coûteux pour les systèmes de santé, notamment avec les abus. On se retrouve avec des entreprises, des firmes, des sociétés qui sont financiarisées avec des systèmes et des logiques de rémunération qui sont particulièrement exorbitantes, comme c'était le cas du Sofosbuvir. Et derrière cela, l'évidence qui était notamment documentée dans des études sur le fait que la R&D en amont, comme disait Christian notamment, que la R&D en amont d'un médicament se retrouve est financée par des fonds publics. Dans le cas du Sofosbuvir, on a eu aussi des études qui ont montré comment les NIH, qui est un peu comme l'INSERM aux États-Unis, avaient financé la recherche en amont du Sofosbuvir, autour du Sofosbuvir, jusqu'à la création de la start-up Pharmacet en 1998 et le rachat des brevets par l'entreprise Gilead en 2011 pour une valeur de 11 milliards d'euros. Donc ce système de rachat de brevets est extrêmement coûteux et en tout cas, ils viennent gonfler le prix artificiellement. Et derrière tout ça, également un système des systèmes qui concèdent des brevets trop facilement. Donc les brevets, ils viennent renforcer un monopole qui est la possibilité d'un seul labo de commercialiser un traitement. Et donc, c'est des titres de propriété qui sont concédés pour une période de 20 ans. Et avec derrière des stratégies qu'on appelle de evergreening, qui sont des stratégies de quelques industriels pour faire durer le brevet pour plus de temps qu'ils demandent beaucoup de brevets autour de différentes étapes du médicament, notamment pour des sels, des polymorphes, des choses qui sont déjà dans l'état de la technique, et que si on avait un contrôle plus rigoureux des demandes de brevets à la base auprès de l'Office européen des brevets, qui délivre les brevets, eh bien, on se retrouverait avec moins de brevets, ce qui vient au final décourager tout génériqueur ou tout autre producteur de produire des médicaments. En fait, si je vois que le médicament, il y a beaucoup de brevets dessus, je ne vais pas prendre le risque de produire des génériques ou de rentrer dans le marché. Et ça bloque et ça entretient la dynamique du monopole. Et derrière ce discours, une croyance et une acceptation généralisée, notamment de la part des pouvoirs publics, que le prix, il se fait en fonction de la valeur d'usage. C'est le prix basé sur la valeur, comme on dit. C'est-à-dire que le prix, il ne vaut pas ce que ça a coûté pour rechercher, pour le développer, mais le prix est ce qu'il a permis au système de santé de faire en termes d'économie. C'est-à-dire, le Sofosbuvir, il se retrouvait moins cher qu'une greffe. Donc, ça veut dire que, en fait, je vous permets de faire des économies, mais je ne prends pas en compte l'impact de ce prix dans mon système de santé, dans mon environnement, dans l'équilibre budgétaire du système de santé, et qui sont notamment en crise et sous-financés. Ce qui revient à donner aussi un prix à la vie, c'est-à-dire, c'est innovant, donc ça coûte cher, ça sauve une vie, donc ça doit coûter cher. Donc, il y a un problème éthique très important derrière cela. Je passe là, mais c'est des questions que Christian avait parlé. Donc, confronter, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a besoin du régulateur. On a besoin du régulateur, mais s'il n'y a pas de coordination et s'il y a un déséquilibre dans le rapport de force entre le régulateur et l'industrie, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on revendique? Comment on avance? Donc, c'est quelque chose que Médecins du Monde revendique, et depuis très longtemps, et on répète tant qu'on peut, il existe des outils de régulation dans le droit français qui sont très anciens, qui ont été efficaces dans d'autres pays, mais que le régulateur n'utilise pas. La licence d'office est un outil qui permet, qui a été introduit il y a très longtemps, en France, 1959, et qui permet à l'État, au régulateur, de lever un monopole conféré par un brevet d'un médicament contre une rémunération équitable. Donc ce n'est pas une expropriation,
il reçoit des royalties derrière, qui donc, va permettre derrière d'assurer une production et une importation de médicaments génériques. C'est-à-dire qu'on lève l'exclusivité et on ouvre la voie juridique, enfin on lève le voile juridique et on permet qu'il y ait une production derrière ou une importation. Notamment, et la loi le prévoit, lorsque nous sommes face à des prix anormalement élevés. Donc au Brésil, ça a été utilisé notamment dans le cas de l'Efavirenz, qui est un antirétroviral. Et donc, c'est très rappelé, mais d'autres pays l'ont fait. Il y a des bases, des sites qui documentent, en fait, lorsque la licence d'office a été mobilisée, qui est une exception, enfin, qui fait partie du droit de la propriété intellectuelle. Elle n'est pas en dehors du droit de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas une flexibilité. Lorsqu'il y a la santé publique, on peut utiliser la licence d'office. Donc, elle a permis donc, des économies importantes. Et derrière, une structuration de la production avec un partenariat local de PME brésiliennes. Donc, c'est-à-dire que les acteurs locaux ont assuré la production avec des systèmes d'importation de principes actifs de l'Inde. Et derrière ça, un décret. Donc, c'est pas très dur, en fait. Quand il y a ouais, c'est compliqué la licence d'office, non, c'est un décret, c'est une volonté politique. Et sans volonté politique, c'est pas possible de l'avoir. Et voilà, ça, c'est une grande barrière. Donc, comme l'État français, à l'époque du Sofosbuvir, n'avait pas utilisé la licence d'office, ce que Médecins du Monde a fait. Donc, on s'est organisé pour utiliser l'outil qui était à notre disposition, qui est donc l'opposition au brevet, pour contester deux brevets du Sofosbuvir à la base, donc 2 brevets qui étaient clés. Et donc, on conteste sur la base des critères de brevetabilité, nouveauté, application industrielle et activité inventive, qui est vraiment un concept. Voilà, si vous aimez les sciences et la chimie, je vous invite à nous contacter parce que voilà, c'est assez passionnant, mais c'est aussi comme ça tient sur du flou en fait quand on regarde un brevet, c'est assez intéressant. Et donc l'idée était, donc nous avons contesté les 2 brevets du Sofosbuvir et on a eu des résultats intéressants parce qu'un brevet a été donc dans les revendications, les revendications ont été raccourcies. Et on a pu, un autre brevet du Sofosbuvir, on a quand même plaidé pour qu'il y ait une réforme auprès de l'Office européen des brevets, pour qu'il y ait des critères plus rigoureux d'examen de brevetabilité de la part des examinateurs, parce que lorsqu'on parle de santé publique et de médicaments, on ne parle pas de iPhone. Donc c'est des critères un peu plus rigoureux qu'on a besoin, et ça a été fait ailleurs, et on s'inspire des associations dans les pays du Sud qui l'ont fait. On l'a fait aussi pour le Kymria, qui est le Tisagenlechlösel, un traitement de 350 000 €. Et aussi pendant le vaccin Covid, on a fait deux alors c'était pas des oppositions, c'est des observations de tiers. C'est-à-dire qu'on peut, si vous voulez demain contester un brevet ou une demande de brevet surtout, vous pouvez envoyer des observations de tiers, de la bibliographie par exemple à l'examinateur. Ça va nourrir sa réflexion lorsqu'il examinera un brevet. Une demande de brevet, pardon, parce que la différence avec l'opposition c'est après, une fois que le brevet est délivré, donc ça c'est plus cher comme procédure, mais les observations de tiers, c'est une procédure assez facile et ça ne coûte rien. Donc vous pouvez utiliser cet outil-là et l'utiliser ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on demande? Un cadre légal pour assurer l'accès équitable aux produits de santé. Et un cadre légal, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait des contreparties. Donc si la recherche, les médicaments, la R&D, elle est cofinancée, parce que l'idée c'est de savoir qui a financé quoi. Donc si elle est cofinancée par les pouvoirs publics, il faut que ceux qui ont bénéficié de ces fonds, ils puissent fournir des contreparties de prix équitables, des contreparties de transparence, de prix justifiés, et qu'on puisse avoir de la transparence dans le marché pharmaceutique. Ça veut dire que aussi, lorsqu'on fait des licences au sein des universités, lorsque vous allez rentrer dans votre université, vous pouvez vous interroger sur la qualité des licences qui sont données dans les offices de transfert de technologie, les départements de valorisation de la recherche. Eh bien, vous regardez aux licences et sous quels critères, en fait, si les licences sont exclusives, eh bien, quels sont les critères de santé publique qui font partie de ces licences, sauf qu'elles sont confidentielles. Donc, il y a tout un débat et une légitimité, notamment des étudiants de médecine, d'aller voir ce qui se passe au sein de leur département de valorisation de la recherche et demander, OK, on veut savoir comment les clauses de santé publique sont négociées au sein de ces contrats de licence avec les industriels, en amont de la R&D, en fait. C'est là où le problème se pose. Donc, on a besoin de lignes directives plus rigoureuses dans ce cadre-là.
Et enfin, exiger la transparence du marché pharmaceutique. Il existe aujourd'hui un engagement de la France qui a été fait en 2019 de soutien à la résolution de la transparence de l'OMS, la résolution de la transparence du marché pharmaceutique. Et voilà, on a besoin qu'elle soit appliquée. Donc des évolutions ont été faites, mais au rythme auquel les gouvernements changent, et voilà, c'est assez compliqué de maintenir un plaidoyer du lobbying auprès des décideurs pour vraiment les influencer, voilà, comment les décisions sont prises et comment pourrait être appliquée cette résolution. Donc on n'a pas d'interlocuteur aujourd'hui, mais voilà, c'est un travail qui se reconstruit notamment avec nos alliés. Et donc l'idée de savoir combien ça a réellement coûté, donc les coûts réels de R&D, lorsque j'accepte de te rembourser, mais dis-moi combien tu as réellement payé et combien était du public. Et dis-moi aussi combien les prix ont réellement coûté, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, les prix ne sont pas publics, les prix réels. Parce qu'aujourd'hui, on paye un prix qui est un prix public, mais c'est-à-dire le prix réel, il n'est pas public en fait. Il y a des rabais, il y a des négociations, et ce prix-là, le prix de référence, on ne peut pas savoir combien on a réellement payé, et c'est extrêmement opaque. Et, je ne sais pas si Berthé, tu vas parler de ça. Voilà, transparence et outils de régulation, mise en place des outils de régulation, et la mobilisation citoyenne. C'est ce qui nous permet d'être audibles. Je vais m'arrêter là. Et voilà. Et je vous remercie et je reste disponible pour échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Je me tourne maintenant vers le docteur Mialon et Madame Souane, si vous voulez passer. Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors du coup, je vais vous parler. Alors, hop, c'est pas la bonne. Ok. On va prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous a été discuté là sur le prix du médicament notamment, et je vais vous parler de ce qu'on appelle les déterminants commerciaux de la santé, parce que ces pratiques de l'industrie pharmautique, elles s'inscrivent en fait dans des pratiques commerciales, des pratiques d'acteurs commerciaux. Qui vont au-delà de l'industrie pharmaceutique et qui vous touchent également en tant que professionnel de santé. Alors, en 2023, donc ça va faire 2 ans, on a sorti dans le Lancet 3 publications sur les déterminants commerciaux de la santé. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller explorer ça plus en détail. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. En fait, on a fait un modèle qui explique là le demi-cercle au milieu. C'est pour expliquer dans quoi s'inscrivent les déterminants commerciaux. Donc au centre en jaune, là, c'est les maladies. Donc on sait que les gens sont malades. En vert, c'est l'environnement. Donc on sait que les gens sont malades parce qu'il existe un certain environnement physique, des conditions socio-économiques, etc. Et en fait, en bleu, il y a des politiques publiques qui sont mises en place ou qui ne sont pas mises en place. Donc là, par exemple, notamment au niveau du prix du médicament, de la transparence, etc. Et tout en haut, là, le bleu foncé, c'est vraiment qu'on est dans un cadre aussi politique, économique qui est capitaliste et néolibéral. Donc toutes ces pratiques industrielles, en fait, elles sont légales. Ce sont des choix qu'on fait en société d'une certaine façon de faire l'économie, qui n'est pas la seule façon de faire de l'économie. Et nous, quand on étudie les déterminants commerciaux, on étudie aussi ce système économique-là versus d'autres systèmes économiques où on mettrait le bien-être et la santé et d'autres éléments au cœur du système. Quand on étudie les déterminants commerciaux, on étudie ce qu'il y a en haut à gauche, donc c'est les pratiques industrielles. Et donc dans mon cas, j'ai commencé par étudier les pratiques politiques, influence scientifique et tout ce qui est gestion de la réputation de l'industrie agroalimentaire, parce que j'étais ingénieur agroalimentaire de formation. Et en fait, on se rend compte, ensuite j'ai travaillé sur l'industrie de l'alcool, mais en fait, on se rend compte que ces industries-là ont des pratiques très très similaires, et je vais vous l'illustrer. Dans des cas qui vous concernent précisément aussi en tant que médecin professionnel de santé. Et maintenant, voilà, on sait que l'industrie pharmaceutique aussi utilise des pratiques similaires. On a des travaux sur les lobbies de la route. Enfin, voilà. C'est vraiment des pratiques, en fait, il ne faut pas voir ces industriels comme étant tellement différents.
mais vraiment comme ayant des pratiques similaires, malgré, peu importe, au-delà du produit, peut-être là où le tabac était vraiment vu, par exemple, comme le paria en santé publique, on sait maintenant que ces industriels agissent plus ou moins de la même façon et on l'a documenté. Donc les déterminants commerciaux, on l'a défini comme les systèmes, les pratiques et les voies à travers lesquelles les acteurs commerciaux sont responsables de la santé et de l'équité. En tant que professionnel de santé, donc les déterminants commerciaux, ça vous concerne. Et là, c'était par exemple c'était une des premières publications venant du monde des professionnels de la santé, sortie suite aux publications qu'on a eues dans le Lancet. C'était des professionnels de santé qui disaient voilà, que les soins de santé, ça continue à évoluer. Les acteurs commerciaux dans ce système-là ont de plus en plus de pouvoir et d'influence. Que là, dans le cadre des infirmières, c'est important de rester informé à propos de ces pratiques et de l'impact des acteurs commerciaux sur la santé et les politiques de santé. En faisant cela, donc en continuant à s'informer, les professionnels peuvent s'assurer que le système de santé met en priorité le bien-être individuel et celui des communautés avant les profits industriels, pour que le but ultime, c'est qu'on soit dans des sociétés qui soient plus équitables et en meilleure santé. On a sorti un rapport de l'OMS en juin dernier, donc Organisation mondiale de la santé, Bureau Europe, en particulier sur les déterminants commerciaux des maladies non transmissibles, où en fait on a discuté évidemment, alors c'est pas très évident pour les collègues, beaucoup de mes collègues qui travaillent sur les déterminants commerciaux travaillent sur le tabac, alcool, alimentation. À côté de ça, il y a toute une littérature, comme ça nous a été présenté ici, sur l'industrie pharmaceutique. Le problème, c'est qu'en santé publique, donc la plupart de mes collègues, beaucoup de mes collègues qui travaillent sur alcool, tabac, etc., quelque part, reçoivent des financements d'industrie pharmaceutique. Ou alors sont inscrits dans des écoles de santé publique qui ont des liens très proches de l'industrie pharmaceutique. Du coup, on a du mal à parler de cette industrie-là, là où on a beaucoup moins de mal à parler de l'influence du tabac, etc. J'ai eu des collègues experts sur les déterminants commerciaux qui ne voient pas de problème à recevoir de l'argent ou alors à ce que nos conférences en santé publique soient financées par Big Pharma. Moi, pour avoir lu la littérature, du coup, vraiment des deux côtés, c'est vraiment le cœur de mes travaux aujourd'hui, en fait, de faire le lien entre toutes ces littératures-là. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, dans le rapport de l'OMS, il y avait vraiment une approche par big tobacco, big food, big alcohol. Et j'ai expliqué que c'était quand même important aussi de lier cette littérature sur l'industrie pharmaceutique. Donc c'est ce qu'on a fait. On a quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous a été présenté. De ce que l'industrie pharmaceutique fait, donc des prix, par exemple, qui sont vraiment disproportionnés par rapport à ce que ça coûte, une position vraiment de monopoly des industriels, donc par exemple avec le dépôt des brevets, parfois il y a 250 brevets sur un seul produit, bloquer l'accès aussi aux génériques en créant du doute autour de l'efficacité de ces génériques. Tout ce qui est autour aussi de la vente des produits entre différents pays. La Covid, ça a été un cas d'étude qu'on a mentionné dans ce rapport, avec ce qu'on appelle les share buybacks. Donc quand vous achetez des parts dans votre entreprise, Pfizer, en 2022, ils ont racheté 2 milliards de dollars. Ils ont racheté leur propre part, en fait, pour 2 milliards de dollars. Et la même année, ils ont fait 2,2 milliards de dividendes. Donc pour eux, en fait, c'est une façon de faire gonfler les prix. Ils font semblant qu'il y a un grand intérêt pour le marché. Ils rachètent, donc ça fait... Voilà, on a l'impression qu'il y a un intérêt pour ces parts et que ça intéresse beaucoup de monde. Et du coup, ça gonfle de façon complètement inutile le coût de la part chez Pfizer. Il y a carrément des programmes de buybacks qui ont été mis en place pendant la Covid. Donc, en fait, ils ont profité de la Covid. Les financements en fait, qu'ils ont réussi à gagner avec les vaccins, ils les ont utilisés pour faire des programmes de buyback. Et alors, je fais le parallèle avec, par exemple, l'industrie des aliments pour bébés, qui est une autre industrie que j'étudie beaucoup et à laquelle vous aurez peut-être affaire, très certainement.
Les préparations pour nourrissons et autres produits alimentaires pour bébés, beaucoup sont classés comme ultra transformés. Les préparations pour nourrissons, par exemple, c'est le cas. Tout ce qui est alimentation ultra transformée, c'est au-delà des nutriments, il y a aussi le degré de transformation, on le sait, et ça, on va avoir une série dans le Lancet de 3 publications, 3 autres qui sortent cette année sur l'alimentation ultra transformée. On sait que le degré de transformation est aussi lié avec la mauvaise santé. Et donc les préparations pour nourrissons, les laits infantiles font partie de cette classification ultra transformée, de cette classe des ultra transformés. L'OMS a aussi alerté les pays, alors récemment, c'était il y a 2 ans, sur les pays européens, sur le fait que de nombreux aliments pour bébés sont trop souvent riches en sucre ajouté. Et donc on sait que par exemple les préparations pour nourrissons, c'est lié à des problèmes de santé, à leur consommation, notamment les cancers et d'autres maladies non transmissibles, les otites et puis le cancer du sein chez la mère. Le marché des aliments pour bébés, c'est des milliards d'euros. C'est une industrie qui est très, très, très rentable. Donc, il y a à la fois les substituts de lait maternel, lait infantile, mais tout ce qui est aliments complémentaires commerciaux aussi, comme les céréales pour nourrissons, les sachets de fruits en purée, etc. La question du prix, ici, est un peu différente parce que l'intérêt, ici, c'est de protéger et promouvoir l'allaitement. Donc, vous ne voulez pas forcément un prix qui soit bas. Mais les aliments pour bébés, notamment les laits infantiles, ça veut vraiment s'imposer comme la seule alternative. Donc c'est à la fois faire en sorte que ce produit soit ait un coût en fait, comme la taxe sur le soda par exemple. Si vous voulez pas que les gens consomment, il faut vous augmenter les taxes. Mais en même temps, on n'a pas des politiques de santé assez efficace pour que n'importe quelle maman puisse allaiter. Donc en fait, il faut aussi que le gouvernement mette en place des politiques pour pouvoir soutenir l'allaitement. Donc en attendant, le prix dans ce cas-là des laits infantiles est une question assez délicate. Une illustration que Abbott, par exemple, fait aussi du share buybacks. Donc quand il y a eu la crise des laits infantiles l'année dernière ou il y a 2 ans aux États-Unis, en même temps qu'il y avait cette crise des laits infantiles, Abbott faisait du share buybacks. Il y a le disease mongering aussi, donc faire vraiment croire qu'il y a certains problèmes de santé qui sont pour lesquels on peut avoir une solution médicale. Et là, c'est par exemple le cas des allergies chez les enfants, où il y a beaucoup de recommandations, notamment des sociétés savantes qui sont financées par l'industrie des laits infantiles. Là, c'était un exemple, je pensais que ça n'arrivait plus. Dans les années 70, en fait, vous aviez Nestlé et puis d'autres industriels qui habillaient leurs vendeurs en professionnels de santé, donc avec la blouse blanche, dans les cliniques et hôpitaux africains et asiatiques, pour promouvoir les laits infantiles, faire passer le lait infantile comme une solution pour la bonne santé des bébés. Il y a eu un boycott en fait suite à ça, un code de l'Organisation mondiale de la santé pour limiter le marketing des laits infantiles, donc c'est très très réglementé. Sauf que cette année 2025, il y a une infirmière qui a partagé avec le BMJ l'exemple en Angleterre, c'est Danone dans les magasins Tesco qui employait en fait des infirmières qui se mettaient une blouse blanche avec le logo de chez Danone et qui prodiguaient des conseils gratuitement aux parents, du coup plutôt des parents qui n'avaient pas les moyens de se payer une consultation en dehors de Tesco. Et donc il y avait des recommandations, enfin des petits fascicules pour les produits de chez Danone, les clubs bébés de chez Danone, etc. Donc c'est des pratiques qui existent toujours aujourd'hui. On a fait une étude sur les sociétés savantes du coup en France autour de la périnatalité de la petite enfance, et puis c'est Berthé, c'est elle qui a fait des travaux, donc je lui laisse partager les résultats de cette étude. Alors bonjour, pour rebondir sur ce que Mélissa a abordé par rapport à l'interaction de l'industrie pharmaceutique, on a fait une étude sur les interactions financières de l'industrie pharmaceutique et les sociétés savantes de médecine en périnatalité en France. Et donc, on a retenu 23 sociétés savantes en périnatalité, notamment sur les spécialités de pédiatrie, gynécologie, psychiatrie, sage-femme. Et on a rajouté aussi la médecine générale. Et donc, à la fin, on a eu comme résultat
Pour les 2 années 2022 et 2023, 325 561 € de paiement que l'industrie pharmaceutique a déclaré sur la base de Transparence Santé. Et les 93% de ces paiements étaient liés aux événements, c'est-à-dire aux congrès que ces sociétés organisaient. Et la spécialité sage-femme a bénéficié plus de 56% des paiements. Pour ce qui est des événements, on a relevé sur le site de ces sociétés savantes 39 événements, dont 20 étaient soutenus par l'industrie pharmaceutique. L'industrie était soutenue par les industriels, pardon, et l'industrie pharmaceutique dominée par rapport au paiement, mais aussi par rapport à leur présence. Nous avons aussi noté la présence de fabricants de substituts de lait maternel et aussi la présence de dispositifs qui n'étaient pas liés à la périnatalité, c'est-à-dire des lasers en CO2, des appareils LED et des robots thérapeutiques. Nous avons aussi catégorisé ces formes de soutien en plusieurs critères, à savoir les parrainages et les paiements de services. Pour les parrainages, on a trouvé des financements de conférences, par exemple la présence de logos, de sponsors, de remerciements et de symposiums sponsorisés. Et pour les critères de paiement des services, nous avons eu des publicités des entreprises dans les conférences, la location d'espaces d'exposants et des apéritifs. Merci. Alors là, c'est juste un exemple de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, voilà, avec à la fois des industriels de l'agroalimentaire et des industriels de l'industrie pharmaceutique. Alors, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que les déterminants, il y a cette question des déterminants commerciaux versus le conflit d'intérêts, et puis les acteurs commerciaux de façon générale versus l'industrie pharmaceutique et son marketing spécifiquement. En fait, on a vraiment affaire à un problème systémique, ce qui fait que ces industriels, ça leur permet d'avoir accès, en fait, en étant positionnés auprès des professionnels de santé, ils ont accès à de nouveaux réseaux, à de nouveaux marchés. On sait que l'information qui est partagée est biaisée. En fait, si on faisait une étude de evidence-based de tous les produits qui sont partagés sur les congrès, ça serait certainement très très bas, le niveau d'evidence-based qui est présenté par les industriels sur les congrès, mais enfin, voilà, dans la recherche en général, c'est vrai aussi. On a là affaire en fait à des solutions de marché, à de la privatisation versus le droit à la santé. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la prescription, dans la médicalisation maintenant, parce que c'est une des formes poussées, notamment par les associations de patients, etc. Les gouvernements et le secteur public, ils sont moins susceptibles d'investir, c'est-à-dire que vous demandez de l'argent au secteur privé, qui en a, ils vous en donnent, et du coup, vous n'allez pas demander au secteur public. Et le secteur public se désengage. Il n'y a pas de raison de donner si on peut aller chercher ailleurs. Il y a cette crédibilité par association qui est assez inquiétante et dont les professionnels de santé ne mesurent pas toujours l'importance. Donc, quand vous avez votre logo sur votre congrès ou sur le site de votre société savante, c'est que vous donnez de la crédibilité à cet industriel. Donc, pour le public, c'est ça que ça dit. Versus, en fait, la façon dont le problème a été traité pendant très longtemps, c'était important, la question du marketing pharmaceutique et puis de la formation des professionnels de santé, où la question se focalisait beaucoup sur l'individu. Donc, dans la base de Transparence, par exemple, c'est des déclarations par individu. On pointe du doigt certaines personnes qui reçoivent plus ou moins d'argent. Alors oui, on est peut-être moins impartial quand on reçoit de l'argent, on manque d'indépendance, on est moins susceptible de critiquer. Il y a des choses qu'on sait au niveau individuel, sauf que ce focus en fait sur l'industrie peut-être pharma et en particulier sur les liens d'intérêt entre une personne et l'industrie, ça nous a fait nous focaliser sur une petite partie du problème. Et donc, par exemple, pourquoi ne pas avoir dans la base de Transparence les financements qui sont reçus d'autres types d'industries? Parce qu'en vérité, voilà, nous, autour de la périnatalité, on en a vu plein d'autres que de la pharma. Il y a le cosmétique, il y a l'agroalimentaire, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses.
Et du coup, au lieu de se poser des questions plutôt systémiques, on se focalise beaucoup sur les individus qui reçoivent cet argent. Là où on fait des travaux beaucoup avec notre équipe et qui vont démarrer, notamment, voilà, on espère avec Médecins du Monde, Formindep et d'autres, c'est qu'il y a des solutions aussi. Donc alors oui, avec mes travaux notamment, j'ai beaucoup pointé du doigt au problème, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle des déterminants commerciaux, que l'OMS en parle, le Lancet, etc. Mais il y a aussi des solutions, et il y a des solutions qui viennent du secteur médical et des professionnels de santé. Enfin, le Formindec, par exemple, ça fait très longtemps que c'est une association qui milite là-dessus. Toutes les associations d'étudiants, avec tous ces rapports qui existent et ces publications qui existent sur les conflits d'intérêts dans les écoles de médecine, par exemple. Il y a des choses qui existent. En fait, il faut capitaliser là-dessus. Il faut vraiment que les professionnels de santé dans différents domaines, il y a aussi ceux qui travaillent sur les déterminants commerciaux. Je travaille au niveau international avec l'OMS. Il y a un petit groupe qui travaille sur les liens infantiles, et des professionnels, par exemple, de l'Association internationale de pédiatrie qui dit qu'elle ne recevra plus de financement de cette industrie-là. Mais il n'y a pas forcément de lien fait entre ces différents mouvements. Et en fait, c'est là où il faut vraiment faire le lien entre toutes ces choses-là et pouvoir, en fait, à la fois changer au niveau individuel nos relations avec l'industrie, changer au niveau de la pratique médicale et de façon plus générale aussi changer ce problème qui est vraiment un problème de société. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions. On va passer maintenant à un temps de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, il y a un micro qui va circuler. Bonjour, déjà merci, c'était très intéressant. Et je me demandais juste s'il y avait des représentants d'industrie pharmaceutique qui avaient été invités pour venir parler de ça aujourd'hui, ou pas. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu de la totalité de ta question. Des représentants d'eux ? Des représentants d'industrie pharmaceutique. Alors non, pas de représentants d'industrie pharmaceutique qui ont été invités. On avait invité l'ANSM à venir parler justement de tout ce processus de déprescription. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de tout ce qui était la pseudoéphédrine orale, mais ils n'ont pas donné suite, donc pour le moment on n'a pas eu d'autres retours. D'accord, merci. En attendant une autre question, moi je vais vous en poser une du coup, parce qu'on a parlé de tous les problèmes qu'il y avait avec l'industrie en ce moment, mais on a commencé à aborder les solutions. Est-ce que nous, en tant qu'étudiants en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des ressources à nous donner pour pouvoir lutter contre ça? Est-ce qu'on a des magazines, des formations, ce genre de choses? C'est une question piège, parce que justement, moi, je suis venu ici pour que vous me donniez des solutions. Mais parce que je pense que on n'a pas de solution toute faite. Les solutions, elles sont dans les mains de ceux qui participent au système de santé, c'est-à-dire les prescripteurs de votre côté, mais aussi les patients et toutes les associations qui tournent autour. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut certainement modifier. Je pense que de notre côté, on peut mettre en cause un certain nombre de mécanismes d'influence dont j'ai parlé, essayer de s'en sevrer progressivement, ce qui n'est pas toujours facile, il faut l'avouer. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse en même temps, et ça dépasse largement les propositions qu'on pourrait vous faire, à ce que décrivait Mélissa tout à l'heure, c'est-à-dire un certain nombre
de mécanismes qui permettraient d'assurer l'indépendance du système de santé et le refus de cette financiarisation progressive qui fait que le médicament est conçu non pas comme un bien public ou un bien commun, mais comme une source de rentabilité financière. Ça dépasse un petit peu les propositions simples qu'on peut faire au quotidien, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on y réfléchisse tous collectivement. Allô. Alors, en tout cas, dans l'expérience de Médecins du Monde, nous, on a beaucoup travaillé avec une association d'étudiants. En fait, elle est pluridisciplinaire, mais il y a notamment des étudiants, beaucoup de médecins, de jeunes, des étudiants en médecine, Universités Alliées pour les médicaments essentiels. Et eux, ils ont vraiment travaillé, ça fait depuis 2001 qu'ils existent, et ils ont beaucoup travaillé dans la promotion d'un cadre de licence socialement responsable au sein des universités. Notamment, ils étaient créés aux États-Unis dans le contexte de l'épidémie de VIH et de la crise de l'accès. Et il y avait une étudiante qui avait réalisé qu'en Afrique du Sud, il y avait un traitement qui n'était pas disponible parce que breveté, qui venait de son université à Berkeley. Yale. Non, c'était Yale. Et donc, elle est revenue à son université et elle a mobilisé les chercheurs déjà qui étaient impliqués dans l'invention en fait de cette molécule. Le doyen, enfin, ils ont vraiment bougé un petit peu là-bas. Ils ont parlé les uns aux autres, le droit avec la médecine, etc. Les étudiants de droit, de médecine, etc. Et ils ont réussi à avoir des engagements au sein de leur université. Ça s'est multiplié et bon, le mouvement est venu en Europe. En France, eh bien, c'est dur parce que les étudiants de médecine n'ont pas beaucoup de temps, mais c'est difficile d'avoir des personnes avec du temps à dédier sur cet activisme, mais c'est très très intéressant et nous, on a déjà pu faire des choses très intéressantes avec eux, notamment on a déposé des amendements, on a fait beaucoup de présentations ensemble et voilà, on essaie de sensibiliser autour de ça. Et justement parce que les étudiants, ils ont une légitimité particulière, que ce soit pour l'avenir, parce que c'est eux qui peuvent transformer ce système en amont, et parce que, voilà, pour ça en fait. Non, oui. Alors pour compléter ça, ça a été un peu mentionné avant. Alors moi vraiment, je crois vraiment au rôle des professionnels de santé. Enfin, c'est vraiment avec les travaux vers là où je veux aller, parce que en fait les experts qui ont vraiment touché du doigt à ces déterminants commerciaux, qui ont vraiment élevé ce problème au niveau international, c'était des médecins qui faisaient face constamment à des patients avec les mêmes problèmes de santé et voilà, qui se tournent du coup vers la recherche pour les déterminants, pour faire face aux déterminants de la santé, commerciaux, mais d'autres déterminants aussi. Donc vraiment, je pense que vous pouvez être vraiment le moteur de cette action. On a tous un temps limité, donc moi-même en tant que chercheuse, voilà, c'est très très limité mon temps. Donc on peut faire des choses au niveau, c'est-à-dire individuel et se mettre dans des collectifs, voilà, le milieu associatif, etc. C'est ça qui fait vraiment, qui peut vraiment changer les choses, d'être collectivement soudés. Et l'autre chose que j'ai mentionnée, c'est que nos activités individuelles et collectives ont un impact quand même limité. Et c'est vraiment au niveau des politiques publiques qu'il faut aller changer les choses. Et pour ça, on est aussi des citoyens. C'est ça, je crois que tu as fait référence à ça, Christian. On est aussi des citoyens. Donc moi, par exemple, la situation de l'OMS, là, ce qui se passe avec les États-Unis, c'est la première fois où j'ai écrit à mon député. En lui présentant mes travaux. En fait, on a des choses qui étaient très courtes, de 2 pages. Pourquoi l'OMS était importante, 2 pages sur ce qu'on a fait et puis ce que je lui demandais. Donc d'augmenter la contribution de la France à l'OMS. Et bien, il m'a répondu au bout de 48 heures. Donc en fait, prendre 5 minutes de son temps, même si on a plein d'autres activités, mais on est aussi des citoyens et on est en première ligne par rapport à ces sujets-là. Si ce n'est pas nous qui nous saisissons de ces sujets, qui va le faire ? Voilà, moi je crois vraiment beaucoup aux solutions et mes travaux sur les déterminants commerciaux, c'est en particulier sur les solutions. Dans tous ces rapports, ces publications, je travaille beaucoup sur les solutions. Donc j'espère qu'on va dans le bon chemin avec ces solutions-là. Mais vraiment, le collectif est important. Est-ce qu'il y a une question entre-temps ?
Il y en a deux devant. Bonjour, merci à vous tous pour votre intervention qui était très intéressante. En tant que futur professionnel de santé, on risque d'être démarché par des visiteurs ou des visiteuses médicaux. Ma question est, est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour nous de les recevoir pour affûter notre sens critique sur le médicament, ou est-ce que c'est vraiment une perte de temps Voilà, merci pour votre avis. Difficile de répondre à cette question. C'est vous-même qui savez si vous avez la capacité de répondre. Les visiteurs médicaux, comme on les appelle, c'est des représentants de commerce en fait. C'est des gens qui sont très bien formés pour arriver à modifier éventuellement vos prescriptions. Bon. C'est toujours dangereux, effectivement, de les recevoir. Moi, j'ai fait le choix, il y a une quinzaine d'années, de ne plus avoir de contact avec les représentants de l'industrie pharmaceutique. Ça m'a coûté parce que effectivement c'est compliqué. Les contacts, ils ne sont pas forcément uniquement au cabinet ou dans une salle de consultation. Ils sont aussi, par exemple, dans les congrès. Les congrès auxquels vous allez, souvent, sont largement financés par l'industrie pharmaceutique. Les industriels ont souvent leur stand, mais même quand ils ne les ont pas, ils participent très certainement. Ils sont aussi dans la formation continue des médecins, même si elle n'est plus directement financée, comme ça a été le cas pendant longtemps par l'industrie pharmaceutique, eh bien, malgré tout, elle est largement soutenue. Et puis, il y a toute une part de la formation qui se passe sous forme de symposium, etc. C'est dans tous ces lieux-là, effectivement, qu'il faut intervenir. Ce n'est pas uniquement dans la relation individuelle avec les représentants de l'industrie pharmaceutique. Voilà tout un tas de choses à quoi il faut essayer de réfléchir. J'utilisais tout à l'heure le terme de sevrage, mais effectivement, c'est un sevrage parce que tout notre système de santé est très largement, je dirais, si j'étais de mauvaise foi, infiltré par des représentants de l'industrie pharmaceutique qui n'ont pas les mêmes intérêts que les professionnels de santé. Mais justement, sans sevrer, sans séparer, c'est quelque chose qui impose de réfléchir à chaque moment à la manière de se comporter. Un autre exemple, eh bien, il n'y a pas que les représentants de l'industrie pharmaceutique qui cherchent à orienter vos prescriptions, il y a aussi les patients. Combien de patients vont venir vous voir en vous demandant des analogues du GLP-1 ? Et vous savez comment ça se passe. La firme qui fabrique le dernier en date, qui est censé lutter contre l'obésité, qui aimerait bien que l'autorisation de mise sur le marché soit largement étendue et que le prix qu'il est en train de négocier puisse lui permettre de prescrire, que ça soit prescrit très largement et de rentrer dans ses frais, eh bien, cette firme annonce qu'elle a mis à disposition pour l'instant en accès précoce à peu près 3000, la possibilité de soigner 3000 patients, mais c'est une incitation à ce que tout le monde, les associations de patients, les patients réclament que ça soit étendu. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à contrer. Et ça, pour le contrer, on ne peut pas être tout seul. Je pense qu'il faut y réfléchir collectivement de quelle manière se positionner par rapport à ce genre de chantage, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement. Donc vous voyez, il y a des tas de circuits qui s'adressent à nous et auxquels il faut réfléchir. Moi, je ne suis pas là pour vous apporter des solutions toutes faites. Chacun doit trouver la sienne, mais je pense que d'y réfléchir collectivement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Il y a quelques années, il y a un groupe d'étudiants en médecine, essentiellement d'ailleurs des médecins généralistes qui s'étaient réunis pour rédiger ce qui était à l'époque un petit livret, comment garder son indépendance face à l'industrie pharmaceutique.
C'est quelque chose qu'on nous réclame toujours, d'ailleurs, même si ce groupe initial a disparu. On a des tas de demandes pour réimprimer ce livret qui était extrêmement éducatif. Je ne peux que vous inciter à vous lancer dans des démarches similaires. Collectivement, rédigez, réfléchissez et écrivez. Voilà, je pense que intervenez dans les médias, je pense que c'est exactement ce qui peut être efficace. Alors, on va passer à une autre question du coup aussi. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Luna, je suis interne à Angers. Je voulais vous remercier pour l'approche très transversale du sujet que vous amenez là, parce que ce que je réalise en vous écoutant, c'est que quand on parle du prix du médicament, on parle aussi de justice sociale, et qu'il y a eu d'autres interventions pendant ce congrès qui en parlaient et qui amenaient des pistes de réflexion là-dessus, sur notre empreinte personnelle au cabinet. Que quand on parle des mécanismes d'influence, on parle aussi d'alimentation et des autres industries, et que là aussi on a eu des pistes dans d'autres ateliers sur comment est-ce qu'on peut conseiller nos patients pour bien composer leurs assiettes à la maison, et que peut-être cette influence-là, elle n'est pas négligeable, que c'est des sujets qui me semblent très complexes, et qu'en vous entendant, ça me fait un peu prendre confiance sur les petites choses qui nous paraissent à nous internes insignifiantes, mais qu'on peut quand même mettre en place déjà au stade de notre internat et sans être expert du sujet, pour contrer un peu les autres mécanismes d'influence plus macroscopiques. Ça m'amène à une question, c'est que dans à peu près toutes ces sessions, la question de la formation sur ces sujets dans notre internat, elle est assez peu présente, ou elle est peu ressentie en tout cas. Est-ce que vous, dans vos activités propres, vous avez des pistes sur comment intervenir auprès des internes ou même des étudiants pour avoir ces éléments de contre-réponse-là quand on a le patient en face de nous, quels conseils on peut lui donner? Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire de cet ordre-là. Alors, juste des éléments de réponse, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, moi qui suis scientifique, avec des preuves que ça marche ou pas. On sait qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, mais il y a dans des facs de médecine en France aussi, où il y a des interventions comme ça sur la question du conflit d'intérêts, de l'influence de l'industrie pharmaceutique, notamment au niveau du marketing, avec quelques études qui sont faites aussi. Ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Est-ce que c'est efficace pour changer le comportement du professionnel du coup, où ça montre que oui, même de petites interventions peuvent être efficaces. Ce qu'on sait aussi, c'est que par exemple, si moi je reprends le côté déterminants commerciaux, il y a des formations aussi qui sont même encadrées par la loi pour au niveau des décideurs politiques sur l'influence de l'industrie du tabac. Donc il y a des choses aussi qui existent, qui peuvent être mises en place de façon légale. Parce que dans ce cas-là, les décideurs politiques qui travaillent en santé publique sont amenés à faire des décisions sur le tabac, et donc il faut qu'ils soient sensibilisés à ce que l'industrie peut venir leur dire. En fait, nous, le but de nos travaux, ça va être de regarder est-ce qu'on peut appliquer ce genre de choses, l'étendre, et puis l'étudier pour d'autres professionnels. Est-ce que les formations, ça fonctionne? Alors ça va fonctionner, mais voilà, de façon quand même assez limitée. Ça va être un individu après l'autre. Encore une fois, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des politiques qui soient vraiment efficaces, et que du coup, on protège vraiment tous les, voilà, au niveau du décideur, au niveau du professionnel, les sociétés savantes qui nous représentent, etc. Donc évidemment qu'il faut de la sensibilisation. Moi, j'aurais été ingénieur agroalimentaire, et comme beaucoup de copains, je travaillerais chez Sanofi ou chez Nestlé si j'avais pas été sensibilisée avec des journalistes aussi. Enfin voilà, du coup là, hier j'ai passé 4 heures à parler avec des journalistes. Donc en fait, c'est vraiment de travailler. Enfin, on parle de transdiscipline, de travailler à différentes professions, etc. Enfin vraiment, ça, moi, j'y crois. Je fais beaucoup de recherche participative aussi. Donc là, en fait, dans nos travaux, on a aussi des doulas. On a tout type de profil. Parce qu'il y a une vraie crise aussi quand même de désinformation, crise de confiance aussi, alors qui n'est pas tout à fait vrai. On fait quand même vraiment confiance encore aux médecins et aux scientifiques, mais c'est certain qu'il se passe des choses, c'est certain qu'il faut que les gens soient sensibilisés, y compris en effet les professionnels de santé, et donc il y a de la place pour faire ça. Alors moi, par exemple, je coordonne tout un module dans le master de santé publique à l'école des hautes études en santé publique, où je redirige complètement. C'était un module qui était plutôt sciences sociales de façon assez large, assez générale.
je le dévie un peu vers les déterminants commerciaux de la santé. Et en fait, les gens sont hypersensibles. Enfin, voilà. Tout le monde comprend parce que nous-mêmes, on est les premiers impactés, même si on est professionnels, on est les premières aussi impactés par ces sujets-là. Donc, il y a aux États-Unis un autre exemple, c'est toutes les facs de santé publique. C'est assez régulé le programme de santé publique aux États-Unis. Donc, en fait, ils s'y prennent sur le programme en général qui est ensuite mis en place dans toutes les facs. Et dans ce programme-là, ils essayent d'avoir toute une branche sur les déterminants commerciaux, le conflit d'intérêts, etc. Donc voilà, de faire ça de façon vraiment, pour le coup, collective, et reproduire des choses et qu'on puisse savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a le temps pour une dernière question. Merci. Je suis Jonathan Laban, je suis collaborateur parlementaire, donc je travaille pour une sénatrice. Donc je vais vous présenter très rapidement mon petit retour d'expérience dans ma profession, où j'ai pu rencontrer des représentants de laboratoires. Ce que je voulais vous dire, c'était tout d'abord que de ce que j'avais en tête, c'est que les marges de manœuvre pour développer l'usage des génériques est encore assez important en France par rapport à nos voisins européens, je pense à l'Allemagne. À l'inverse, le prix du médicament en France est quand même, enfin c'est ce que l'industrie en tout cas nous rappelle constamment, c'est que le prix du médicament en France est bien moins cher que l'Allemagne ou d'autres pays encore. Donc c'était pour avoir à chaque fois un petit commentaire sur ce que je suis en train de vous dire comme argumentation de ces industries. Et notamment, l'un des derniers arguments qu'ils utilisent, c'est que les innovations qui coûtent très cher aujourd'hui, en fait, elles servent tout simplement à payer les vieilles molécules qui sont plus du tout rentables, et donc ils se retrouvent avec un espèce d'équilibre comme ça. Avec les nouveaux produits, ils arrivent à être rentables par rapport aux anciennes molécules. Donc je voulais avoir un peu votre avis sur ce type d'arguments qu'ils peuvent utiliser. Merci. C'est intéressant que vous mentionniez, vous travaillez donc au Sénat, il y a eu, je ne sais pas si vous avez participé d'une façon ou d'une autre, une commission d'enquête très très intéressante, copilotée par l'ex-sénatrice Laurence Cohen et Sonia de la Pauvreté. Donc nous, on avait eu l'opportunité donc de participer, d'être auditionnés au sein de leur enquête, et on reprend beaucoup leurs résultats parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, notamment sur le prix qui n'est pas public. Donc de quoi on parle? C'est tout à fait... ça a été même, je crois qu'il y a une émission qui a paru récemment, France 2, c'est dans quel... C'était Cache Investigation. Cache Investigation. C'est intéressant de poser le débat autour, oui, la France paye moins alors que le prix n'est pas public, on ne sait pas combien ça coûte. Donc il n'y a pas de débat éclairé sur le prix en France. Et on peut dire que oui, la France, c'est pas les États-Unis, on est d'accord. Mais en même temps, on met la barre très haut, en fait, alors qu'il n'y a pas de transparence. Donc tant qu'il n'y a pas de transparence, c'est pas possible d'avoir ce débat, en fait. Donc c'est très simple, c'est pas compliqué. Il faut de la transparence. Et ça a été validé, ça a été adopté par la France, reconnu auprès de l'OMS. Et tant qu'on n'a pas mis en place les outils concrets, parce qu'il y a eu un décret, effectivement, il y a eu un article lors du PLFSS qui avait été voté, qui créait une obligation des industriels qui ont perçu des financements, des aides publiques, qui disent de déclarer au CEPS combien ils ont perçu. Donc ce n'est pas une obligation contraignante, ce n'est pas une obligation médicament par médicament, donc c'est impossible d'avoir ce débat. Donc là, même les outils qui ont été créés pour répondre à l'exigence de l'OMS, qui a été une demande des organisations de la société civile, c'était vraiment un moment très très fort d'espoir autour du marché pharmaceutique où il y avait cette résolution.
Mais même les outils qui ont été mis en place en France, qui a mis quand même quelque chose en place, parce que ce n'est pas tous les pays qui ont fait ça, ils ne sont pas efficaces. Et ça a été reconnu par le CEPS. On a eu l'opportunité de rencontrer le CEPS qui dit en fait le décret qui est en place, il ne sert à rien. Au contraire, les industriels, ils ont utilisé ça pour en fait rendre disponible l'argent qu'ils donnent, l'argent qui est financé par les industriels autour du médicament. Et on ne sait pas en fait. Donc voilà, moi je pense que c'est la transparence qui va résoudre cela. Il faut de la volonté politique, sinon on n'y arrivera pas. Et puis moi pour en revenir très rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps, mais vas-y. Oui, non, c'était juste par rapport au prix en fait. Pour que ce soit rentable par rapport aux médicaments qu'il y a eu avant et qui sont plus rentables aujourd'hui. En vérité, l'industrie pharmaceutique, c'est parmi les entreprises les plus rentables au monde. Hein. C'est dans le top Forbes, etc. Et c'est vraiment du profit qui va aux actionnaires, qui va dans le share buyback. Donc il n'y a aucune justification parce qu'il manque de sous quelque part. Enfin, voilà, l'argent est très largement redistribué en dividendes, etc. Donc on peut trouver de l'argent plus facilement que en mettant le prix très cher aux États et aux patients. Hein. Bon, nous voici arrivés à la fin du temps qui nous était imparti. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre intérêt. Je tiens une nouvelle fois à remercier nos intervenants de leurs explications claires, engagées et engageantes, qui vont nous permettre de ressortir plus informés et pertinents dans nos pratiques personnelles. Je vous invite donc à aller vous dégourdir les jambes avant de revenir vous installer, parce que va avoir lieu le flash actuel, il va avoir lieu le flash actu santé mentale ici même maintenant. Si vous voulez vous dégourdir les jambes, c'est juste en vous levant. Ça a lieu tout de suite maintenant, en fait. Restez en amphi, il y a tous les autres qui nous rejoignent pour le Flash Actu Enquête Santé Mentale, d'accord ?